14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je dois être la dernière personne à qui il a parlé. Je me dis maintenant que quand je l'ai appelé, l'assassin était derrière la porte. Bonjour, qui a tué Vincent Dorado ? Un jeune professeur de 33 ans abattu chez lui près d'Ajaccio. Un homme tranquille qui n'avait que des amis et semblait vivre la plus paisible des existences. 5 ans et demi après ce meurtre de sang-froid totalement inexplicable et inexpliqué, la justice et les gendarmes lancent ce soir à 21h un appel sur M6 dans l'émission Appel à témoins, émission à laquelle l'heure du crime est associée. Vous pourrez appeler si vous savez quelque chose sur ce meurtre mystérieux ou si un détail, même infime, vous revient en mémoire. Car à ce jour, l'histoire de la mort de Vincent Dorado demeure une énigme. Toutes les pistes possibles ont été passées en revue. Vengeance d'un mari jaloux, querelle de chasseurs, méprise et même crime de femme. Pourquoi avoir tué Vincent Dorado ? Qui gênait-il à ce point-là ? Un témoignage va-t-il tout changer ? Question dont nous allons débattre avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, le meurtre inexpliqué de Vincent Dorado en Corse du Sud. Un jeune professeur célibataire qui n'a jamais fait parler de lui et qui ce soir d'hiver 2016 est chez lui, un village près d'Ajaccio. La nuit d'hiver est tombée depuis longtemps ce lundi 18 janvier 2016 sur la Corse et sur le village d'Afa, une commune de 3000 habitants à une douzaine de kilomètres d'Ajaccio. Le chemin des Moulins est une voie étroite qui débouche certes sur un centre commercial mais reste peu fréquenté et cerné par un épais maquis. Aux alentours de 21h10, un couple et leurs enfants perçoivent 2 sourdes et puissantes détonations provenant de la maison mitoyenne, celle de leur voisin et ami, Vincent Dorado. 2 coups de feu distincts. La voisine est la première à se précipiter dehors, elle fait quelques pas, voit que la porte du professeur est grande ouverte, son corps gît allongé sur le dos dans l'entrée. Il y a beaucoup de sang sur le sol et des éclaboussures sur les murs. Les secours sont aussitôt alertés, il est alors 21h13. À son arrivée, le médecin du SMUR d'Ajaccio ne peut que constater le décès de Vincent Dorado, 33 ans, professeur au collège de Baleone, la commune voisine. Les légistes établissent que la victime a reçu 2 projectiles qui ont provoqué une hémorragie massive. Le premier a été tiré à quelques mètres alors que le professeur venait probablement d'ouvrir sa porte. Le deuxième à environ 1 mètre alors qu'il était au sol. Une balle manifestement destinée à l'achever. C'est une arme de calibre 12 à canon lisse qui a été utilisée. La munition est de la chevrotine, utilisée pour la chasse au gros gibier. Les gendarmes procèdent aux premières constatations, mais ils ne trouvent aucun indice digne de ce nom. Seul un bout de cartouche est retrouvé. L'arme du crime n'est pas sur place. Le domicile du célibataire n'a pas été fouillé. La piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné est rapidement exclue. Hormis le bruit généré par les coups de feu, personne n'a rien entendu dans le voisinage. Le couple d'amis n'a vu personne et n'a entendu aucun véhicule dans ce chemin très peu fréquenté. Il se pourrait donc que l'agresseur soit venu à pied et soit reparti de la même façon. La victime ne semblait pas aux abois ce jour-là, ni sous le coup d'une menace immédiate. Ce 18 janvier, Vincent Dorado a quitté le collège de Baleone vers 17h30. En chemin, il a appelé sa sœur Céline, avec qui il a plaisanté. À 19h15, il a conversé avec sa mère, Evelyne. Il lui a dit qu'il préparait des gâteaux pour les apporter le lendemain à une réunion de profs. Pour les enquêteurs, impossible à ce stade d'échafauder une explication à propos du meurtre. La victime, née le 1er novembre 1982 à Ajaccio, est revenue vivre et exercer sur son île natale 2 ans auparavant. Le professeur de SVT, Sciences et Vie de la Terre, est un enseignant brillant. Il est titulaire du CAPES, d'un DEA, et vient d'obtenir son agrégation. Il a exercé sur le continent, mais a tout mis en œuvre pour pouvoir travailler en Corse. Il s'est même pacsé avec son meilleur ami, avec lequel il n'a jamais vécu et n'entretenait aucune relation sentimentale, juste dans le but d'obtenir sa mutation près d'Ajaccio, la région de son enfance. Un stratagème qui a fini par fonctionner. Il a retapé lui-même la maison achetée à Afa. Vincent Dorado a eu quelques liaisons épisodiques avec des jeunes femmes de son âge, mais est resté célibataire. C'est un garçon qui aime la nature, la plongée sous-marine et la chasse au harpon. Il lui arrive d'aller dîner chez des amis, mais sinon,
il ne sort pas, préférant les livres à la télévision, qui n'est même pas installée chez lui. Et on parle donc de ce début d'enquête avec notre premier invité dans l'heure du crime, colonel Nicolas Michel, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup, colonel, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, qui est un moment important aujourd'hui, avec l'émission de M6, dont on parlera bien sûr tout au fil de cette heure du crime et cet appel à témoins que vous allez lancer. Tout de suite, je voudrais, colonel, qu'on vienne avec vous sur ce début d'enquête. On va pas, évidemment, on va étaler l'enquête dans le temps, mais ce tout début d'enquête et les constatations que vous faites. Je rappelle que vous êtes commandant de la section de recherche de la gendarmerie d'Ajaccio. Vous connaissez donc parfaitement ce dossier. Cette scène de crime, colonel Michel, c'est une exécution, il n'y a pas d'autre mot. Alors, ce que l'on peut dire, déjà, c'est que ce crime ne doit rien au hasard, effectivement, puisque c'est un crime qui a été, on peut le dire, bien préparé. Nous n'avons pas trouvé de traces. Donc, sans parler d'exécution, on peut dire vraiment que c'est un crime qui a été minutieusement préparé, effectivement. Est-ce qu'on peut dire, colonel Michel, que la victime, monsieur Dorado, a ouvert sa porte à la personne qui allait finalement le tuer? Alors, ce que l'on peut dire, c'est que les voisins n'ont pas entendu sonner, n'ont pas entendu taper à la porte, leur chien n'a même pas aboyé. Vincent Dorado a vraisemblablement ouvert à son agresseur et c'est à ce moment-là qu'il a été atteint mortellement par 2 coups de fusil de chasse. Et atteint pas d'une façon quelconque, puisque la personne tire une première fois à 2-3 mètres environ, et ensuite elle revient pour probablement l'achever, il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'il y a une volonté manifeste, non pas de blesser ou de faire peur, mais véritablement de tuer. Effectivement, le premier coup de feu est appliqué à l'extérieur du domicile. Et il est suivi quelques secondes après par un second tir à l'intérieur de l'habitation qui démontre la détermination de l'auteur. La détermination et aussi du sang-froid parce que cette personne n'a pas eu peur finalement de se faire repérer, même si elle est partie très vite. Il y a une espèce de volonté absolue d'aller jusqu'au bout du geste. Effectivement, en appliquant 2 coups successifs, en prenant le temps de recharger son fusil, on y viendra peut-être un petit peu plus tard. Bien sûr. On a effectivement la démonstration d'une volonté farouche de tuer Vincent Dorado. Adrien Cadorel, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'être dans le studio de l'heure du crime sur RTL. Vous êtes journaliste police-justice à M6, producteur adjoint de l'émission Appel à témoins dont on va longuement parler au cours de cette heure du crime. Vous avez mené l'enquête pour M6 sur cette affaire, l'affaire Dorado. À quoi ressemble, Adrien Cadorel, ce chemin des Moulins et ce village d'Afa qui sert de scène de crime finalement? Alors la scène de crime en tant que telle, on n'y arrive pas du tout par hasard. C'est-à-dire qu'on y arrive parce qu'on a choisi d'y arriver. C'est un petit lotissement qui, vous l'avez dit, à une dizaine de kilomètres d'Ajaccio. Et on y arrive après une route sinueuse en béton qui est longue de quelques kilomètres. Et c'est la fin d'un petit lotissement où se trouve la maison de Vincent Dorado. Et face à cette maison, il y a le maquis. Ce qui fera dire d'ailleurs aux enquêteurs ensuite, à la suite de leurs investigations, que la personne qui était présente ce soir-là a probablement pris la fuite par le maquis. Voilà, c'est un endroit qui est reculé. Il y a quelques voisins qui vivent à proximité. Voilà, mais c'est pas un endroit qu'on découvre par hasard. Voilà, c'est très important comme détail, comme le soulignait le colonel Michel. On vient pas là par hasard. C'est quelqu'un qui connaît les lieux ou en tout cas a peut-être même attendu sa victime, qui est dans cet environnement assez sauvage. Donc c'est quelqu'un qui connaît. Il n'est pas venu là comme ça, il s'est pas baladé en disant je vais faire un carton sur le premier venu. Tout à fait, Jean-Alphonse. C'est pas du tout. Voilà, on sait que c'est quelqu'un qui a pris le temps, en tout cas probablement en tout cas de faire des repérages ou d'attendre de pouvoir passer à l'acte. Et la simple localisation de la maison de Vincent Dorado avec l'immensité de ce maquis qui fait face à cette maison lui permettait en tout cas d'avoir un itinéraire de fuite qui était
plus important et qui lui permettait de ne pas nécessairement repartir par la route en voiture, ce qui pouvait pour lui être un atout. Bien sûr, pouvoir se fondre dans cette nature épaisse où personne ne va, d'ailleurs si ce n'est quelques chasseurs de champignons. Qui est, Adrien Codorel, qui est Vincent Dorado? Alors je l'ai rapidement décrit, c'est un prof, mais finalement il a une trajectoire assez lisse, Vincent Dorado. Vincent Dorado, c'est le fils idéal, l'homme idéal et le professeur idéal. En tout cas, c'est le mot idéal qui va revenir auprès des enquêteurs quand ils vont s'intéresser pendant les investigations à la personnalité de Vincent. C'est quelqu'un qui n'a pas d'aspérité, c'est quelqu'un à qui on ne connaît pas d'ennemis, et ce qui fera dire d'ailleurs aux enquêteurs, qui conduira les enquêteurs à dire aux parents de Vincent quand ils vont commencer leur enquête, écoutez, quelque part votre fils, si on peut dire, ne nous aide pas, parce qu'on ne lui connaît pas d'ennemis, on ne lui connaît pas de défiance, on ne lui connaît pas de zone d'ombre quelconque. C'est vraiment la personne idéale qui était aimé de tous, qui rend d'autant plus compliqué l'identification d'une personne qui pouvait lui en vouloir. Colonel Nicolas Michel, vous confirmez, je suppose, que dit Adrien Codorel sur ce profil finalement compliqué, parce que vous trouvez rien comme ça a priori sur cet homme, hein? Effectivement, c'est Vincent Dorado, comme l'a dit Adrien Codorel, est un jeune homme qui est tourné vers la nature, qui est proche de ses amis, qui est un homme sans histoire, aimé, respecté de ses élèves, et qui fait partout l'unanimité. Et on a eu énormément de mal, bien entendu, à trouver des éléments qui pouvaient l'accrocher ou des différends dans lesquels il aurait pu être impliqué. Il n'a que des amis, c'est ça? On peut le résumer comme ça? Alors, effectivement, au début, on pourrait dire qu'il n'a que des amis. Nous avons fait énormément de recherches, d'interrogatoires, etc. Et nous n'avons pas pour l'instant trouvé de zone d'ombre le concernant. Les gendarmes vont bien sûr continuer à enquêter dans l'entourage de la victime et passer au crible les pistes possibles. Une succession d'impasses, à croire que le jeune professeur a peut-être été tué sans raison. Depuis son retour en Corse en 2014, Vincent Dorado n'a jamais fait parler de lui. Il n'a été au centre d'aucun conflit de voisinage dans le village d'Afa. Tout au contraire, les personnes qui habitent à proximité le considèrent comme un homme affable, poli et convivial. Il aime beaucoup discuter avec les personnes âgées qui lui racontent l'histoire du coin, notamment un couple du quartier chez qui il va manger de temps à autre. Dorado est célibataire et semble complètement immergé dans sa vie de prof. Les relations amoureuses de l'enseignant, peu nombreuses, sont étudiées de très près. Une telle exécution ressemble, effectivement, à l'œuvre d'un mari jaloux. 2 femmes retiennent donc l'attention des gendarmes. La première est une jeune femme qui travaille au collège de Baleone. Après de nombreuses vérifications, cette piste tombe à l'eau. La deuxième est une vendeuse d'un magasin à Ajaccio. Il aurait eu pour elle un authentique coup de foudre en 2014. La jeune femme n'est alors pas mariée, mais a un petit ami. Après avoir rompu, elle va se rapprocher de Vincent. La liaison va être pour le moins éphémère, seulement 2 mois. Suffisant pour déclencher la rancœur d'un ex-petit ami à l'encontre d'un prétendant. On ne sait pas. La piste s'arrête là. Les gendarmes examinent encore de possibles inimitiés nées au sein du collège de Baleone. Le brillant Vincent Dorado, à l'aise avec ses élèves, enseignant bardé de diplômes, aurait-il provoqué certaines jalousies ou créé un conflit avec un parent d'élève? Il s'avère que le professeur de SVT n'avait rien d'un m'as-tu vu. Il ne faisait pas état de ses titres, CAPES et agrégations, au point que certains ignoraient même leur existence. Vincent Dorado était apprécié de ses élèves, notamment les plus difficiles. À l'annonce de sa mort, tout le collège était sous le choc et aucun personnel interrogé n'a fait état du moindre problème. Le dossier professionnel du professeur de SVT ne livre aucun détail curieux ou intéressant. Les comptes bancaires de la victime et l'état de son patrimoine sont étudiés, mais là aussi, les enquêteurs font chou blanc, rien de suspect. Le dossier d'achat de la maison et des travaux montre que tout a été effectué dans les règles. Les achats immobiliers, en Corse, sont fréquemment source de conflits, mais ici, il n'en est rien.
Sur le terrain, chemin des Moulins à Afa, les gendarmes se concentrent sur la téléphonie. Les portables ayant borné dans le secteur le soir du crime sont analysés, mais cette recherche s'avère infructueuse. Pas davantage de résultats, avec la vidéosurveillance exploitée dans un très large rayon, notamment les images enregistrées sur la rocade de la nationale 194 qui relie Ajaccio à Baleone. Juste après le crime, 2 équipes cynophiles ont été déployées sur les lieux. L'un des chiens a marqué l'arrêt devant la maison, puis est parti dans les hauteurs, a pris la direction d'un champ, s'est enfoncé dans le maquis. Il se confirme que le tueur n'avait pas de voiture, attendait probablement sa victime, tapie dans la végétation, et s'est enfui à pied. Quelqu'un de suffisamment informé pour se rendre dans ce coin perdu et repérer précisément la maison mitoyenne dans laquelle habitait Vincent Dorado, un maquis bien trop épais pour que les chiens puissent s'y enfoncer davantage. Et on vous retrouve dans cette heure du crime, colonel Nicolas Michel, commandant de la section de recherche de la gendarmerie d'Ajaccio, qui ce soir, avec la gendarmerie et le ministère de la Justice, va lancer un appel à témoins sur M6 à 21h, à propos notamment de cette affaire Vincent Dorado. Si vous voulez bien, colonel, on va reprendre un petit peu les hypothèses, parce qu'aujourd'hui on en est réduit à énumérer ces hypothèses. Alors moi, il y en a une, je ne vous le cache pas, qui me paraît peut-être la plus troublante et la plus lourde, c'est la piste sentimentale. Parce que la manière dont a été tué Vincent Dorado, ça peut laisser penser effectivement à un mari jaloux ou un mari furieux. Oui, tout à fait. Alors c'est l'une des pistes. L'une des pistes que nous avons privilégiées. Comme vous l'avez dit, Vincent Dorado était un beau garçon, c'était un homme intelligent, drôle. Il était en plus de cela célibataire, mais n'entretenait pas de relations suivies au moment de sa mort. Donc c'est là encore une énigme. C'est une énigme. Alors vous avez, je pense, analysé sa vie sentimentale, si je puis dire, et ça reste une porte ouverte aujourd'hui dans cette enquête, hein, on peut le dire comme ça, sans avancer plus avant. Oui, tout à fait. Les différentes relations amoureuses ou fréquentations qu'il a pu avoir par le passé ont toutes été scrutées de près et l'entourage de celle-ci et toutes les pistes jusqu'à présent ont été explorées et nous recherchons quand même de nouveaux témoignages, y compris dans cette direction-là. Parce que vous qui êtes professionnel des enquêtes, vous connaissez bien ce genre de situation. Il y a le mode opératoire dans une enquête est toujours extrêmement important. Et là, on a le sentiment que c'est pas, si je puis dire, une exécution programmée avec une arme destinée de professionnel. On est dans vraiment un crime d'opportunité presque. Alors on peut le penser effectivement avec l'arme utilisée puisque c'est une arme de chasse, une arme de chasse de calibre 12 qu'on rencontre très fréquemment partout en France où on chasse, mais bien entendu en Corse. Et donc c'est une arme qui est extrêmement répandue et donc facile à se procurer. Mais comme je le disais tout à l'heure, le mode opératoire montre bien la détermination de celui qui a agi, et même si l'arme est commune et pas forcément réservée à un professionnel, l'intention, elle, est vraiment ferme et totale. Ferme et totale. Est-ce que, encore une toute petite question, colonel Michel, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est tiré, qui a tué Vincent Dorado ? Alors, vu la distance à laquelle ont été appliqués les tirs, il est extrêmement difficile de répondre précisément à cette question, puisqu'on est dans des tirs à courte distance ou très courte distance. Où on ne peut pas rater sa cible, c'est ça ce que vous voulez dire, hein ? Tout à fait, oui. On est sur des distances comprises entre 1 et 4 mètres. Oui, donc c'est vraiment très proche, c'est pas à bout touchant, mais enfin c'est à bout portant, en tout cas. Adrien Cadorel, journaliste M6, Police Justice, producteur adjoint de l'émission Appel à témoins, et aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, on va continuer à énumérer les pistes avec vous. On va les égrener si vous voulez bien. Il y a la piste professionnelle, il est enseignant dans ce collège de Baleone. A priori, on ne connaît pas d'ennemis. On ne connaît pas d'ennemis, mais comme effectivement le disait le colonel Michel, privilégier ne veut pas dire totalement exclure, donc les gendarmes vont
de toute façon garder un certain nombre de pistes et cette piste professionnelle, ils vont la travailler aussi parce que, comme vous l'avez dit, c'est un professeur qui a une réussite qui est insolente et à certains moments... Très jeune, 33 ans, très jeune, et très 33 brillant. Ans, une agrégation qui plaît à tout le monde et qui fait l'unanimité. Donc certains ont pu se dire à un moment donné, mais est-ce que cette réussite insolente aurait pu, d'une manière ou d'une autre, provoquer de la jalousie chez des confrères ou chez des collègues? Est-ce qu'il y aurait pu avoir ça? Et en fait, en auditionnant l'ensemble de la communauté éducative du collège de Balléone, ils vont très vite comprendre une chose, c'est que la personnalité de Vincent Dorado et sa pédagogie étaient plutôt admirées que jalousées en réalité. Donc voilà, le collège reste quand même aussi un lieu, je parle sous le contrôle du colonel Michel, mais reste un lieu qui est aussi important parce que c'est un lieu important dans l'enquête, mais très vite cette piste professionnelle, ils vont plutôt s'apercevoir qu'il n'y a pas véritablement de matière. Elle est fragile. Voilà, qui permettrait d'accréditer de témoignages, qui permettrait de dire d'une façon ou d'une autre, il était jalousé par sa réussite. Alors, une piste fragile, mais il y en a d'autres. Il y en a plusieurs qui sont énumérés par les gendarmes. On continue avec vous, Adrien Cadorel. Alors, pourquoi pas une méprise, finalement, Alors, quelqu'un qui vient tuer quelqu'un et c'est pas la bonne personne. C'est très juste que vous dites, Jean-Alphonse, pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, il y a, dans le départ, dans cette affaire, un paradoxe absolu qui entre la personnalité qu'on pourrait qualifier de solaire de Vincent Dorado et la détermination avec laquelle il est tué. Très tôt, les enquêteurs vont se poser la question si quelqu'un qui est autant apprécié se retrouve du jour au lendemain effectivement exécuté, parce qu'il s'agit de ça, sur le pas de sa porte, on peut se dire qu'il y a peut-être une méprise. Peut-être que la personne qui est venue cherchait peut-être une autre personne, à taper peut-être à la mauvaise porte. Il faut rappeler que Vincent Dorado habite une maison qu'il a construite lui-même, mais qu'il a divisée en deux. Oui, qui est mitoyenne. Qui est mitoyenne. Il habite le côté droit de cette maison quand on la regarde, et le côté gauche est loué. Et il y avait à cette époque, effectivement, chez ses voisins, un jeune adolescent qui pouvait être connu des enquêteurs parce qu'il était peut-être un peu turbulent. Mais très rapidement, on s'est aperçu que voilà, c'était pas une erreur, c'est bien Vincent Dorado qui était visé. Les investigations ne vont pas apporter d'éléments pouvant éclaircir la mort du professeur. Il va falloir attendre 1 an pour que surgisse un indice capital, une pièce à conviction de premier plan, la possible arme du crime. Jeudi 9 mars 2017, 14 mois après la mort de Vincent Dorado, son voisin, celui-là même qui avait appelé les secours, parcourt le maquis dans le quartier du chemin des Moulins. L'homme s'est frayé un chemin à travers la végétation drue et dense afin de pouvoir cueillir des asperges sauvages. À 300 mètres de la maison du crime, il aperçoit une arme, le canon planté dans le sol, la crosse en l'air, retenu par les branchages. Les gendarmes sont aussitôt alertés. L'arme qui est rouillée, détériorée, est un fusil de chasse de calibre 12, le même calibre utilisé pour abattre le professeur. Elle pourrait être l'arme du crime. Il n'y a plus aucune cartouche à l'intérieur. Ce fusil de marque Simplex, fabriqué par la manufacture de Saint-Étienne, Manufrance et Monocoup. Le tireur a donc été obligé de recharger une cartouche et de réarmer pour tirer une deuxième fois sur Vincent Dorado, preuve de la froide détermination de l'agresseur. Le fusil est une arme très ancienne. Il a été fabriqué il y a plus de 60 ans, en 1953. Il a longtemps été en vente libre, dispensé de déclaration, et sa trace s'est perdue au fil des propriétaires successifs. Si l'arme du crime ne parle pas, elle recèle toutefois un précieux indice. La trace complète d'un ADN féminin, trace inconnue au fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG. Tout est alors mis en œuvre pour retrouver le profil génétique de cette femme. Le juge d'instruction décide d'une vaste campagne de tests ayant pu avoir un lien de près ou de loin avec la victime. Une professeure, une commerçante, une voisine, une amie, une parente, etc., etc. Au total, 287 tests ADN concernant des femmes vont être pratiqués sur le continent et en Corse, aucun refus. Le laboratoire mobile de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, un camion technique, est dépêché sur place pour accélérer les résultats. Une tente blanche érigée sur la base aérienne d'Aspreto, à côté d'Ajaccio, pour accueillir les personnes convoquées. Malgré le nombre élevé de tests, l'IRCGN est forcé de constater qu'aucun profil ne correspond, aucune correspondance ne peut être établie avec la trace retrouvée sur le fusil Simplex. Colonel Nicolas Michel, vous êtes commandant de la section de recherche de la gendarmerie d'Ajaccio.
Évidemment, cette découverte et ce fusil, c'est important. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si c'est vraiment l'arme du crime ? Eh bien, c'est la deuxième énigme de ce dossier, puisque, effectivement, cette arme a été découverte à 300 mètres du domicile de Vincent Dorado. Son calibre, un calibre 12, est parfaitement compatible avec le crime qui a été perpétré ce soir-là. Elle est, et ça les experts vont le démontrer, elle est encore au moment où nous l'avons découvert en parfait état de fonctionnement. Alors on ne peut pas, bien entendu, l'écarter totalement du dossier, puisque c'est un des éléments capitaux que nous avons. Un petit point troublant, colonel Michel, pourquoi un tireur abandonnerait-il une arme aussi près du lieu du crime ? Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un tueur à ce moment-là ? Il faut s'imaginer que c'est une arme qui fait plus d'1,15 m de long, qui pèse plus de 3 kilos. Elle est donc encombrante, elle est lourde, et lorsqu'on est aperçu avec, forcément, cela peut paraître suspect. Donc, pour se déplacer rapidement, pour prendre la fuite, il est fort probable que l'auteur s'en soit débarrassé précipitamment sur un chemin en la jetant par-dessus une clôture dans un endroit un peu à l'écart. Ah oui, ce qui expliquerait que finalement le canon soit planté dans le sol, elle aurait été jetée, balancée au-dessus de la végétation. Hein. C'est plutôt ça qui peut se passer. Oui. Hein. C'est le scénario le plus probable. Adrien Cadorel, journaliste police-justice à M6, et vous avez mené cette enquête pour M6. Il y a ces tests ADN, et notamment cette empreinte ADN féminine qui est très troublante. C'est pas forcément d'ailleurs l'empreinte du tueur ou de la tueuse. Aucun test n'a donné quoi que ce soit. Pourtant, la campagne est vaste, là. La campagne est vaste. Il faut rendre hommage aux enquêteurs qui ont déployé vraiment tous les moyens possibles et inimaginables dans cette enquête. Effectivement, ils ont mobilisé le laboratoire mobile de la gendarmerie nationale qui s'est déplacé jusque sur l'île de Beauté. Ce qui est rare. Ce qui est très rare. Et effectivement, ce sont plus de 300 personnes, femmes notamment, surtout, qui ont été prélevées afin de voir s'il y avait une correspondance avec l'ADN découverte sur l'arme du crime. Pour l'instant, effectivement, comme vous le dites, Jean-Alphonse, ça n'a rien donné. Pour autant, cette trace ADN est rentrée au fichier national. Elle existe et elle peut vivre. Elle peut vivre. Et on a vu, comme vous le dites, effectivement, un certain nombre d'affaires qui, des années après, ont trouvé leur épilogue justement parce que, voilà, il y avait un match, comme on peut le dire. Donc, aujourd'hui, voilà, les enquêteurs ont cette empreinte qui est dans ce fichier, et peut-être que dans les jours, semaines, mois ou années à venir, elle arrivera à parler. Pour le moment, rien ne semble vouloir conduire les enquêteurs au meurtrier de Vincent Dorado, des enquêteurs qui ne vont toutefois pas laisser tomber la partie, estimant qu'un seul témoignage pourrait faire jaillir la lumière. Le 12 mars 2021, la procureure d'Ajaccio, Karine Greff, le patron de la section de recherche de la gendarmerie, Nicolas Michel, et le directeur d'enquête, l'adjudant Olivier Tirlik, lancent un nouvel appel à témoins pour relancer le dossier. La procureure cherche à savoir si des personnes qui ne se sont pas manifestées jusque-là se souviennent d'un quelconque détail, même sans importance, un comportement suspect, des informations sur la vie de la victime qui pourraient éclairer ce règlement de compte sous un jour nouveau. Des enquêteurs qui braquent aussi leurs projecteurs sur le fusil simplex retrouvé dans la végétation. Une arme ancienne et sans doute familiale. Quelqu'un, un chasseur, un collectionneur, un habitant de l'île, connaît-il ce fameux fusil ? Après toutes ces années, la procureure et les gendarmes font un bilan frustrant des investigations. Plus de 300 personnes entendues, voisins, proches, parents d'élèves, collègues de travail. Et pas moins de 8 hypothèses susceptibles d'expliquer le crime, allant de la liaison sentimentale orageuse à un litige professionnel ou privé, en passant par une histoire d'argent. L'adjudant Tirlik confirme, nous avons tout envisagé, même le fait que Vincent Dorado ait pu être le témoin gênant pour quelqu'un qui aurait décidé de l'éliminer. Cet appel à témoins ne permettra pas de faire rebondir l'enquête
Vincent Dorado. Colonel Nicolas Michel, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, commandant de la section de recherche de la gendarmerie d'Ajaccio, et vous étiez associé déjà à ce premier appel à témoins lancé par la justice, appel à témoins qui sera réitéré ce soir à 21h sur M6 en espérant qu'il porte ses fruits et que quelqu'un appelle pour dire ce qu'il a vu ou a pu entendre. À l'époque, j'ai énuméré, on en a parlé des hypothèses, 8 au total, c'est à peu près le chiffre que vous avez établi. Je voulais vous poser une question, colonel Michel, est-ce que vous avez fait appel à un profiler dans cette histoire ? Alors nous sommes entourés du service central de recherche du renseignement criminel, le SRC de la gendarmerie, qui, avec l'ensemble de ces départements qui sont très en pointe dans l'analyse fine en matière criminelle, sur la psychologie de ceux qui agissent aussi, ont avec nous passé au crible l'intégralité du dossier depuis son commencement pour chercher d'éventuelles omissions, oublis ou des pistes que nous aurions pu laisser de côté. Et ce travail qui est aujourd'hui en phase terminale est étudié par nos différentes unités et nous avons encore bon espoir de trouver de nouvelles pistes et de nouveaux axes à rechercher et à explorer. Parce qu'il faut le dire, colonel Michel, aux auditeurs qui nous écoutent et qui suivent cette histoire, en matière criminelle, le moindre détail, finalement, une virgule, une photo cachée, un mot, une lettre, tout peut être propice à un rebondissement. C'est d'ailleurs le but de cet appel à témoins, et de cette médiatisation et de l'émission de ce soir, c'est d'essayer de susciter de la part d'un témoin un détail, même insignifiant, même infime, même minime, qu'il aurait laissé de côté ou dont il n'aurait pas forcément jugé qu'il était important et qui, pour nous, enquêteurs, va apporter un élément nouveau, va nous permettre de faire rebondir cette enquête qui nous tient tant à cœur. Oui, et on le comprend bien, il faut que cette enquête, évidemment, aboutisse, elle ne peut pas rester comme cela, un cold case, une affaire non élucidée. Adrien Cadorel, journaliste police à M6, et vous avez mené cette enquête, vous, sur le terrain en Corse. Il y a un point dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est l'examen du téléphone et des ordinateurs de la victime, de Monsieur Dorado. Est-ce qu'on a retrouvé dans ces téléphones, ces ordinateurs, des éléments susceptibles d'emmener des informations capitales ou pas ? Alors c'est un passage obligé dans toute enquête criminelle. Effectivement, les ordinateurs et les téléphones, là encore, les gendarmes se sont démultipliés pour analyser tous les supports numériques de Vincent Dorado, et malheureusement, ils n'ont pas permis d'extraire quelconque information qui aurait pu, d'une manière ou d'une autre, leur permettre de les confirmer une piste ou en tout cas de les conduire à une autre. Parlons très clairement avec vous, Adrien Cadorel. L'élément le plus important aujourd'hui, c'est cette possible arme du crime, cette empreinte ADN, vous l'avez dit, qui pourra peut-être un jour parler. Oui, tout à fait, vous l'avez dit. Alors effectivement, comme le soulignait le colonel Michel, qui est très probablement l'arme du crime, mais qui n'est pas forcément avec une certitude absolue. Le hasard est énorme quand même. Le hasard est énorme, effectivement, vous l'avez dit, mais c'est vrai que c'est l'élément peut-être le plus important aujourd'hui et le plus déterminant, et cette empreinte ADN découverte sur cette arme qui, encore une fois, on l'a dit, si elle ne parle pas aujourd'hui, en tout cas, pourra parler dans les semaines et dans les mois à venir. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette enquête. On ne peut que l'espérer, évidemment. L'appel à témoins est infructueux, premier appel à témoins, mais les enquêteurs savent que dans cette affaire, le plus petit détail pourrait entraîner des révélations. L'appel va donc être réitéré à la télévision, dans l'émission, ce soir, appel à témoins sur M6. Dans le mystérieux dossier Vincent Dorado, les enquêteurs sont persuadés que le jour du meurtre, lundi 18 janvier 2016, quelqu'un a vu ou entendu quelque chose dans le chemin des Moulins sur la commune d'Afa. Le fait que le tueur se soit très probablement engouffré ce soir-là dans la végétation pour disparaître à pied ne peut pas être passé inaperçu. Cet homme ou cette femme avait-il garé un véhicule à proximité pour lui permettre de repartir? Hormis le témoignage des voisins directs de Vincent Dorado, qui avait entendu les 2 coups de feu successifs, personne n'a noté quoi que ce soit d'anormal dans ce secteur. Cette personne a dû avoir des comportements étonnants. Il y a forcément des gens qui savent, affirme la mère de la victime, Evelyne Dorado.
Les parents de Vincent témoignent tous deux dans l'émission ce soir. Appel à témoins sur M6. Opportunité de relancer l'enquête. Le père de Vincent, Daniel Dorado, encourage ainsi tous ceux qui se rappelleraient d'un détail à appeler et à se manifester. Question d'honneur et de civisme à ses yeux. Que ces personnes sachent qu'elles le font pour une bonne personne qui a été éliminée injustement pour qu'une vérité soit trouvée sur un acte qui est ignoble. Adrien Cadorel, journaliste police-justice à M6, producteur adjoint de l'émission Appel à témoins. Ce soir, 21h sur M6, une chance, je le disais, d'avoir un témoignage en détail. Concrètement, rappelez-nous, comment ça va se passer l'émission ? Alors, ce soir, pour la deuxième soirée, donc après celle du 7 juin dernier, eh bien, 3 affaires qui seront présentées, qui donneront lieu à autant d'appels à témoins. L'affaire de Mathis Joanneau, dont on a parlé dans l'heure du crime, dont vous avez parlé effectivement dans l'heure du crime, enlevé par son papa en 2011. L'affaire de Vincent Dorado qui nous intéresse aujourd'hui, et également l'affaire du meurtre de Maude Maréchal, survenu en 2013 à Lagny-sur-Marne, en banlieue parisienne. À chaque fois, vous aurez des petits magnétos et des enquêteurs qui seront présents pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, pense détenir un élément qui peut paraître anodin mais qui peut être déterminant, deux solutions, un numéro de téléphone, le 0800 10 11 21, qui est un répétez-le. 0800 10 11 21, et une adresse mail, appel à témoins avec un S à témoins, m6@intérieur.gouv.fr. Tous ces appels et tous ces mails sont anonymes, sécurisés. Sur le plateau, vous aurez 4 policiers et 4 gendarmes qui en direct traiteront les appels qui seront passés et pourront effectivement rappeler et recontacter les personnes qui ont appelé. Tout se fait avec la garantie d'un anonymat total pour effectivement garantir que ces éléments puissent être en tout cas transférés à l'enquête dès lors que les enquêteurs jugeront qu'effectivement les éléments donnés sont intéressants pour l'enquête, bien évidemment. Colonel Nicolas Michel, commandant de la section de recherche de la gendarmerie d'Ajaccio, les policiers ce soir et les gendarmes sur M6, derrière leur pupitre, à l'écoute des personnes qui peuvent appeler, vont finalement trier, ils vont regarder ce qui vaut le coup d'être retenu ou pas, c'est ça ? Oui, c'est cela. En fait, tous les éléments vont être bien entendu scrupuleusement notés et toutes les informations recueillies vont être vérifiées et exploitées. Mais si vous me le permettez, je voudrais également revenir sur la possibilité de témoigner sous X, sous anonymat. La justice et la gendarmerie sont parfaitement rodées à ces procédures et garantissent l'anonymat le plus total à celui ou à celle qui pourrait fournir un témoignage intéressant. Et le seul ou la seule qui puisse lever cet anonymat, c'est la personne elle-même. Donc la garantie est totale. C'est-à-dire, alors encore un mot là-dessus, parce que c'est très intéressant, le témoignage sous X, effectivement, c'est assez rare encore aujourd'hui, c'est pas tellement répandu en France, mais on garantit le total anonymat, c'est ça, même si on se rend devant un magistrat ou des enquêteurs. Tout à fait, effectivement. C'est une procédure qui est extrêmement encadrée et qui a vraiment pour but de recueillir des témoignages et qui garantit l'anonymat le plus complet à celui ou à celle qui apporte une aide et un témoignage à la justice. Encore un mot, Nicolas Michel, colonel, commandant de la section de recherche de la gendarmerie d'Ajaccio. On a l'espoir, ne serait-ce que pour les parents dont on entend les témoignages qui sont bouleversants, les parents de Vincent Dorado, on a l'espoir d'avoir un détail, un indice qui va pouvoir parler. Bien entendu, c'est aussi ce qui nous pousse et qui nous motive, et surtout on a l'espoir que cet appel à témoins soit entendu et largement relayé, y compris en Corse, où on a soif de justice, et la population a quand même été très fortement choquée par ce meurtre d'un professeur particulièrement aimé et apprécié dans la population. Ah oui, un homme tout à fait estimé et qui n'avait pas d'ennemis, on le disait dès le début de cette émission. Adrien Cadorel, l'émission commence à 21h. Tout à fait, oui. Combien de temps va-t-elle durer ? 2 heures. 2 heures, d'accord. Oui. Donc pendant 2 heures, on peut appeler, c'est ça ? Tout à fait, et le numéro de téléphone ainsi que l'adresse mail resteront encore ouverts à l'issue de l'émission pendant quelques jours, et permettant effectivement
à tout un chacun, ou en tout cas des gens qui effectivement ont des informations, de pouvoir se faire connaître. Et comme l'a dit le colonel Michel, c'est très important, c'est que l'anonymat des témoignages est garanti. Il faut le répéter. Il faut le répéter, c'est très très important, particulièrement dans cette affaire qu'on connaît par moment, voilà, les difficultés de témoigner sur certains territoires, dont la Corse. C'est un moment très important, et les témoignages sont entièrement, exclusivement anonymes. Et encore une fois, il y a une famille qui attend des réponses à ce crime. Merci beaucoup, Adrien Cadorel. Merci infiniment au colonel Nicolas Michel d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.